Le pâturage tournant est un système qui permet d'optimiser d'une part la croissance de l'herbe et d'autre part les productions animales. Il a été décrit de façon systématique et détaillée pour la première fois dans les années 1950 par André Voisin, un chercheur, enseignant, vulgarisateur français, qui, sur la base de son livre, la productivité de l'herbe, est devenu quelqu'un de connu mondialement. Bien sûr, depuis lors, les techniques du pâturage tournant ont évolué, mais la base reste la même. On peut aussi dire que le pâturage tournant est différent du pâturage rationné, ou pâturage en bande, comme on le dit en anglais. Pâturage rationné consiste à déplacer un fil, par exemple, tous les jours à l'avant des animaux pour progresser dans une prairie. Et il y a éventuellement un fil arrière qui les suit pour éviter qu'ils ne reviennent en arrière pour pâturer une herbe qui aurait repoussé depuis que les animaux ont pâturé cette herbe. Puisque dans le pâturage tournant, on a un ensemble de parcelles avec des clôtures fixes et les animaux passent d'une parcelle à l'autre. On va le détailler dans un instant. La croissance de l'herbe dans un seul cycle, par exemple au printemps, pendant, mettons, 30 jours de croissance au printemps, est d'abord très lente, et comme on le voit sur cette figure, puis elle augmente, elle devient extrêmement rapide, et puis autour d'un point d'inflexion, elle commence à diminuer, plafonne, et puis finalement la biomasse sur pied a tendance à diminuer à cause de la sénescence des feuilles. Il y a des feuilles qui tombent au sol, qui vieillissent, qui tombent au sol, et il n'y a plus de croissance de nouvelles feuilles. En tout cas, le bilan entre la production des nouvelles feuilles et la sénescence devient négatif. Alors, quand l'herbe croît, accumule de plus en plus de biomasse, il y a un autre phénomène qui se passe, c'est qu'il y a une dégradation de la qualité nutritive de cette herbe à cause d'une accumulation de cellulose, d'hémicellulose et surtout de lignine qui a un impact négatif sur la qualité nutritive de l'herbe, puisque la lignine ne peut pas être digérée par les bactéries du rumen de l'animal. Et donc on a, comme on le voit sur ce graphique, ce croisement entre d'une part l'accumulation de l'herbe et d'autre part la réduction de la qualité. Et il faut donc faire un compromis entre le rendement d'une part et la qualité de l'autre. Alors on peut distinguer la croissance de l'herbe au cours d'un seul cycle de croissance, entre deux pâturages par exemple, mais on peut aussi calculer la vitesse de croissance de l'herbe tout au long de la saison, depuis par exemple début avril jusqu'à fin octobre. Et cette vitesse de croissance n'est absolument pas stable, elle n'est absolument pas régulière. Elle démarre évidemment relativement lentement au printemps, puis s'accélère très fort jusqu'à atteindre un maximum qu'on voit ici sur la figure. Puis vers le mois de juin, début juin jusqu'au 15 juin, cette croissance diminue pour atteindre un minimum en plein été, en juillet-août, et elle redémarre fin ou début septembre pour atteindre un second maximum, mais beaucoup plus faible que le maximum printanier, et enfin recommence à diminuer en octobre et se termine, en tout cas en Europe du Nord-Ouest, vers le début novembre, dans les prairies permanentes. Dans les régions hyperocéaniques, cette croissance ne s'arrête en fait pratiquement jamais tout l'hiver, mais elle est évidemment extrêmement lente. On comprend que comme la vitesse de croissance n'est pas stable, qu'elle n'a pas une valeur constante tout au long de la saison, mais au contraire a deux pics de croissance et un creux estival, la charge animale ne peut pas être constante
puisque les besoins des animaux, eux, sont relativement stables. C'est relatif parce que, par exemple, des vaches allaitantes qu'on met au pâturage avec leurs veaux, le petit veau au printemps, mais les besoins vont quand même croître tout au long de la saison. Mais la variation entre les besoins des animaux et la variation de la vitesse de l'herbe est très différente. Donc il faut faire varier la charge animale et puis le plus souvent écrêter, récolter l'excédent printanier pour accumuler des stocks pour nourrir les animaux l'hiver. Oui, on le voit, l'herbe et la vache ont des besoins assez différents. En fait, après une coupe ou un pâturage, l'herbe doit mobiliser les réserves qu'elle a accumulées dans les cycles antérieurs, dans ses racines et à la base des tiges. Et elle mobilise ces réserves pour reproduire de nouvelles feuilles qui vont capter l'énergie solaire. Et quand elle en a produit suffisamment, la machine se met en marche et les feuilles produisent suffisamment d'énergie pour produire d'autres feuilles. Mais au départ, elle doit mobiliser ses réserves. Donc il faut que la période de repos après une coupe soit suffisamment longue pour que l'herbe arrive à ce stade où ce sont les nouvelles feuilles produites qui commencent à reconstituer les réserves, sinon la plante s'épuise. D'autre part, pour maximiser le rendement en herbe, il faut couper l'herbe chaque fois à une hauteur assez faible, de façon à limiter la sénescence des vieilles feuilles. Si on ne récolte pas ces vieilles feuilles, elles sont perdues et donc le rendement diminue. Tandis que les animaux, c'est presque le contraire. Ils ont besoin de pâturer une herbe jeune, parce que c'est l'herbe jeune, on l'a vu, qui a la plus grande valeur nutritive, en protéines, en énergie, qui est la plus digeste. Et les animaux ne doivent pas être forcés à pâturer trop bas, parce que la base des tiges est plus ligneuse et a donc une valeur alimentaire plus faible que celle des feuilles du dessus de la canopée. Donc il faut vraiment faire un compromis entre les besoins de l'herbe et les besoins de la vache. C'est ce que Voisin appelait la rencontre de la vache et l'herbe. Et c'est ce compromis qui est atteint en pâturage tournant. Voilà, on en arrive à l'organisation très pratique du pâturage tournant. Il y a un certain nombre de caractéristiques de ce pâturage tournant. Il y a d'abord les temps de repos et les temps d'occupation des parcelles. Donc les animaux passent d'une parcelle à l'autre. Et le temps d'occupation des parcelles, qu'on appelle aussi le temps de séjour, c'est le nombre de jours pendant lesquels les animaux restent dans une parcelle à un moment donné. Par exemple, 3 jours. Puis cette parcelle qui a été pâturée, elle se repose pour que l'herbe reconstitue ses réserves. Et ce temps-là est appelé le temps de repos. Et il varie en fonction des saisons, puisqu'on l'a vu, la vitesse de croissance de l'herbe est très rapide au printemps et cette vitesse est plus lente en été et en automne. Donc le temps de repos varie aussi. Le temps d'occupation, lui, le temps de séjour, reste stable. Ce temps de repos est en plein milieu du printemps d'environ 30 jours. Et en été, il est plutôt de 45 jours, puisque la vitesse de croissance est plus faible. Alors comment calcule-t-on maintenant le nombre de parcelles qui sont nécessaires au printemps et en été? Et on divise le temps de repos par le temps de séjour. Par exemple, au printemps, on a un temps de repos de 30 jours et un temps d'occupation qui reste stable de 3 jours. 30 divisé par 3, ça fait 10. Et on ajoute une parcelle, ça fait 11 parcelles, parce qu'il faut tenir compte du temps de séjour des animaux dans chacune des parcelles. Donc au printemps, on a besoin de 11 parcelles. En été, si on a des temps de repos de 45 jours, toujours avec des temps de séjour de 3 jours, 45 divisé par 3, ça fait 15. On rajoute une parcelle, ça fait 16. On a donc besoin de 16 parcelles. Donc, dans ce système qu'on vient de décrire, on a 11 parcelles au printemps,
16 parcelles en été, ça veut dire qu'au printemps, on débraye 5 parcelles du circuit de pâturage pour faire une coupe d'ensilage ou de foin et accumuler des stocks fourragers pour l'hiver. Alors, un autre facteur qui est très important, c'est la hauteur de l'herbe à l'entrée des animaux dans une parcelle et la hauteur résiduelle, ou la hauteur de sortie, quand les animaux quittent cette parcelle, par exemple au bout de 3 jours. Il faut offrir une qualité d'herbe constante aux animaux tout au long de la saison. Donc il faut transformer une ressource éminemment variable en qualité, en vitesse de croissance, et donc transformer cette ressource variable en quelque chose de relativement stable pour les animaux, puisque les besoins des animaux restent plus ou moins constants au cours des saisons. Donc il faut offrir une hauteur d'herbe relativement constante. Et la hauteur optimale, par exemple, pour des vaches laitières, tourne autour de 12 cm de hauteur. Cette hauteur peut être plus importante dans le cadre de bovins à viande. Et la hauteur de sortie est de l'ordre de 5 à 6 cm. Donc il ne faut pas racler les parcelles, la raser complètement, parce que dans ce cas, la plante doit trop mobiliser ses réserves pour repousser, et donc le rendement diminue. Et d'autre part, on l'a vu, faire racler les parcelles, ça veut dire qu'on fait brouter des tiges peu digestes aux animaux. Donc il ne faut pas descendre trop bas non plus. Donc on passe d'environ 12 à 15 cm à environ 5 à 6 cm de hauteur à la sortie. Alors le pâturage tournant peut aussi s'envisager en fonction du système de production. Donc le système conventionnel avec de l'engrais azoté de synthèse, ou bien un système bio ou agroécologique finalement. D'ailleurs, le pâturage tournant est un système agroécologique. Si on n'emploie pas l'azote de synthèse, on doit s'arranger pour que le trèfle blanc soit le moteur de la croissance de l'herbe, donc des graminées en gros, et puis d'autres espèces fourragères intéressantes aussi, comme le pissenlit, le plantain et d'autres, même en prairie permanente. Donc le trèfle blanc joue alors un rôle central, c'est lui qui fixe l'azote, gratuitement, entre parenthèses, pour l'agriculteur, il ne faut plus l'acheter, ça fait des économies d'intrants. Et une partie de cet azote est transférée aux graminées par différentes voies, qu'on ne va pas décrire ici. Et le trèfle blanc a des caractéristiques un peu différentes de celles des graminées. Tout ce qu'on a dit pour le trèfle blanc se base sur ce qu'on a dit à propos des graminées, mais le trèfle blanc a quand même des caractéristiques propres, c'est qu'il parvient à maintenir sa croissance beaucoup plus longtemps en été, quand le raigrats anglais, par exemple, arrête de croître vers la mi-juillet à cause d'une période de sécheresse et ne va reprendre sa croissance qu'un mois après, le trèfle blanc, lui, continue à pousser assez longtemps, beaucoup plus longtemps que le raigrats anglais au cours de cette période de sécheresse, et donc il soutient la production. Et puis sa qualité, elle évolue aussi au cours du temps, c'est-à-dire qu'elle diminue au cours d'un cycle ininterrompu de croissance, mais beaucoup moins vite que celle des graminées. Donc cette qualité alimentaire du trèfle blanc reste beaucoup plus stable, en d'autres mots. Et donc on peut se permettre des temps de repos plus importants dans le cas d'un mélange graminé-trèfle blanc que dans le cas d'une graminée pure fertilisée à l'azote. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de problème en ayant des temps de repos de l'ordre de 45 jours avec des mélanges graminées trèfle blanc, alors que avec des graminées fertilisées à l'azote, ce temps de 45 jours est déjà assez long. Et donc ça permet aussi d'avoir une plus grande souplesse de gestion du système quand on a du trèfle blanc dans le gazon. Alors le pâturage tournant est à la fois quelque chose de complexe et de simple à gérer. C'est complexe pour toutes les raisons qu'on a citées, c'est qu'il faut faire des compromis entre les besoins de l'herbe et de la vache. Mais c'est très simple parce qu'en fait, on ne fait jamais couvrir et fermer des barrières. Et le reste est une question d'organisation.
Et pour aider dans cette organisation, il y a différents outils disponibles. Il y a d'abord le calendrier de pâturage, qui est un outil assez ancien et bien connu, avec des colonnes qui sont les jours de l'année, depuis le mois de mars au mois de novembre, par exemple. Puis les lignes sont des parcelles. Donc on peut avoir 15-20 parcelles, 15-20 lignes. Et pour faciliter les décisions au cours de la saison de pâturage, on peut, avant le début de la saison de pâturage, représenter un pâturage idéal. Donc se dire, voilà, je commence à pâturer telle parcelle, puis je passe à la deuxième, puis à la troisième, etc., avec des temps d'occupation assez courts, et puis ces temps d'occupation deviennent plus longs pour atteindre les 3 jours dont on a parlé tout à l'heure pour le reste de la saison. En réalité, il ne se passe jamais ce qu'on a prévu, parce que chaque année est différente. Il y a des printemps plus froids, il y a des printemps plus chauds, donc l'herbe ne croît jamais de façon moyenne. Mais le fait d'avoir défini un circuit de pâturage pour toute la saison, d'avril à novembre, avant le début de la saison de pâturage, ça aide l'éleveur à structurer son pâturage. Donc, on a un système idéal, et puis dans la pratique, on adapte, bien entendu, et on décide, par exemple, aussi de débrayer plus ou moins de parcelles au printemps pour réaliser des coupes. Donc ça, c'est un premier outil. Il y a un deuxième outil qui est très intéressant, c'est l'herbomètre, qui consiste en un axe qu'on voit ici sur la photo, sur lequel peut circuler une plaque qu'on laisse tomber sur la prairie, le couvert de la prairie. Donc on a une mesure à la fois de la hauteur et de la densité, puisque cette plaque tasse un petit peu l'herbe. Et cette mesure de hauteur et de densité est corrélée au rendement, à la biomasse présente dans la prairie au moment de la mesure. Donc on fait un certain nombre de mesures dans une parcelle. On peut aussi mesurer toutes les parcelles de l'exploitation à un moment donné. Et alors on produit un graphique qu'on voit ici aussi, qui est un bilan de stock d'herbe à un moment donné. Donc pour chaque parcelle, sur l'axe des X, on classe les parcelles par quantité décroissante d'herbe disponible dans chacune de ces parcelles. Et ça permet de décider à un moment donné, si on est dans une parcelle donnée, dans quelle parcelle il faut passer, parce qu'elle aura la quantité d'herbe suffisante quand les animaux auront terminé de pâturer la première parcelle. Donc on passe de parcelle en parcelle en fonction des stocks disponibles. Voilà, donc ça c'est le pâturage tournant. C'est un outil extraordinaire, c'est une sorte de monopoly d'herbe, puisqu'on gère des ressources. Voilà, on passe d'une parcelle qui est au bon stade à la parcelle suivante qui est la plus proche de celle qu'on vient de quitter. Et l'ordre de pâturage peut varier, mais avec quelques règles simples qu'on vient de définir, on peut arriver à une gestion optimale de l'herbe.